Bonjour, ici Martin Larivière du Réseau Agriconseil. Bienvenue au Café de la mise en marché. Les Cafés de la mise en marché sont une série de conférences abordant différents sujets touchant la mise en marché agricole et agroalimentaire identifiés par les entreprises de la région. Cette série de conférences est une initiative des partenaires de la Chaudière-Appalaches, soit la Fédération de l'UPA, la Table agroalimentaire, le Réseau Agriconseil, la Financière agricole et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. La prochaine présentation s'intitule Les nouvelles normes d'étiquetage, tout ce qu'il faut savoir. Dans cette présentation, M. Charles Lemont, chimiste alimentaire et conseiller au Centre de développement du bioalimentaire du Québec, nous présentera la nouvelle loupe nutritionnelle. Il nous expliquera comment vérifier la conformité des étiquettes et démystifiera les principales règles à respecter. Sur ce, bonne écoute. Bon, rapidement, juste me présenter, puis je vais présenter le centre aussi. Mon premier mot pour vous aujourd'hui, c'est de vous dire que oui, ça va peut-être durer à peu près 1 heure, mais c'est simple. J'ai mis l'essentiel dans les premières diapositives, puis après ça, vous allez être, vous pouvez décider d'être moins concentré, mais l'essentiel est au début. Fait que, pour nous, le CDBQ, ceux qui ne nous connaissent pas, on est un OBNL situé à la Pocatière. Fait qu'on est vraiment dans le développement, puis surtout la mise à l'échelle. Puis ce qui nous différencie, c'est vraiment l'infrastructure. Fait que comme j'ai mis quelques petites notes importantes, le CDBQ, c'est presque 40 000 pieds carrés d'infrastructure, d'usines pilote. Fait que quand on fait des projets de développement avec vous, il y a une partie vraiment qui est la mise à l'échelle. Fait qu'on n'est pas dans peut-être que ça va fonctionner. C'est des choses qui ont été validées quand on a des projets qu'on prend. Fait que, bon an, mal an, on accompagne une cinquantaine de nouvelles entreprises à chaque année. Puis on fait environ 80 projets par année là, de toute taille. On peut partir du concept jusqu'au développement ou sinon juste de la validation ou de la consultation technique avec vous. Puis c'est ça que je veux dire sur nous. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. La loupe nutritionnelle, l'avez-vous remarqué? C'est une question ouverte. C'est peut-être pas pour les gens en ligne, là, mais à main levée, l'avez-vous remarqué quand vous faites votre épicerie? Ouais, un peu, hein? Hier, juste pour l'anecdote, j'ai rencontré un ancien collègue. C'est comme moi qui a un background en sciences et technologies des aliments. Je dis non, non, comment ça va, tout ça? Je dis, je vais faire une présentation demain sur la loupe. Il me dit, c'est quoi ça, la loupe? Quand même, cette personne-là a quand même un doctorat en sciences et techno des aliments, puis il savait pas c'est quoi la loupe. Fait que je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont un petit peu perdus, mais là, c'est vraiment ce que je vais le faire très facilement pour vous. Pourquoi on a besoin de cette loupe-là? En fait, c'est une volonté de Santé Canada, puis c'est des mesures de santé publique. C'est un peu comme quand ils ont révisé le guide alimentaire canadien pour nous dire de boire plus d'eau. C'est des choses, c'est de la vertu qu'ils nous partagent. Après, ce que l'industrie a besoin, puis ce que les clients comprennent, c'est quand même pas leur première préoccupation, même si on fait beaucoup de sondages auprès des entreprises et des utilisateurs. Fait que vraiment, en bref, ce qu'on vise par la loupe, c'est les gras saturés, le sucre, les sucres et le sodium. Puis c'est parce que ces nutriments-là ont été associés à plusieurs maladies suivantes. Là, j'ai pris pour Chaudière-Appalaches, mais le graphique qui ressemble pas mal à ça, là, c'est dans les chiffres de l'INSPQ. Des principales causes de mort, mais essentiellement, c'est qu'on retrouve beaucoup de de ces facteurs-là qui sont favorisés par la consommation excessive de gras saturés, de sucre et de sodium. C'est vraiment ça que ça vise, c'est de conscientiser les gens. Vous êtes de l'industrie, vous l'avez peut-être pas tout remarqué, mais c'est supposé d'être là pour ça, la loupe. Puis comment ça se manifeste, en fait, c'est qu'ils ont voulu mettre un logo à contraste élevé pour que ça capte l'œil quand on est à l'épicerie. Puis c'est vraiment pour que les consommateurs aient un point de vue très rapide de qu'est-ce que je dois éviter. Mais souvent, vous allez remarquer que si j'ai un produit dans une année qui l'a, la majorité vont l'avoir. Fait que si c'est regroupé par famille de produits. Puis on est dans une période qui est quand même de transition, même si vous allez voir dans les dates que je présente après, c'est maintenant obligatoire. C'est juste que là, on a plein de produits qui étaient déjà en marché, qui ont une durée de conservation qui est longue. Si la modification a été faite par après, j'ai des exemples ici, là, mais celui-là, ce produit-là, c'est un produit saisonnier qui se gardait quand même assez longtemps, mais il n'y a pas de loupe. Il devrait en avoir une. Vous allez voir pourquoi après. On est quand même dans une période de transition. Fait peut-être que vous voyez des produits aujourd'hui qui sont vos compétiteurs, puis vous dites, hey, comment ça, lui, il n'y a pas de loupe? Mais peut-être que c'est parce que l'emballage n'est juste pas encore rendu là, parce que les stocks en épicerie sont pas encore mis à jour. Fait comment ça se manifeste? C'est vraiment ça. C'est ce petit logo-là que vous allez voir où vous devrez afficher sur vos produits. Puis ça cible uniquement gras saturé, sucre, sodium. On parle pas de cholestérol, on parle pas de gras trans. Les gras trans sont comme sous-entendus dans les gras saturés, mais
c'est ces trois nutriments-là, toujours dans cet ordre-là, qui sont présentés sur notre logo de loupe. Puis c'est quelque chose qui, vous avez peut-être vu, les plus attentifs ont vu que dès 2022, il y a des gens qui l'affichaient déjà en préparation, et c'est obligatoire depuis 2026, si ça s'applique à vous. Ça se peut que ça s'applique pas à vous. J'ai eu une question tout à l'heure, si ça s'appliquait pas. Euh, Comme je vous disais, là, je vous présente, il me semble, sur la prochaine diapo. Retenez celle-ci, puis les autres, gardez l'attention, mais les suivantes, c'est pour rajouter un petit peu de complexité. Euh, Cette révision-là du tableau nutritionnel date d'il y a une dizaine d'années déjà, quand ils ont rajouté au bas du tableau de nous dire 5 d'un nutriment, c'est pas beaucoup, alors que 15 d'un nutriment, c'est beaucoup. Bref, comment la règle facile pour savoir est-ce que j'ai besoin d'une loupe? 15 c'est beaucoup. Donc 15 c'est beaucoup, j'ai besoin d'afficher un avertissement sur mes produits. Puis après ça, il y a beaucoup d'exceptions, il y a beaucoup d'adaptations, c'est-à-dire mon format, est-ce que je parle une strate de la population qui est spécifique. Mais de manière générale, notons que 15 de sucre dans mon produit, 15 de sodium ou 15 de mes gras saturés va déclencher l'affichage d'une loupe. Ça, c'est simplifié au maximum. Les 30 prochaines minutes, on le complexifie. Mais c'est pas un très, très gros défi. Vous allez voir, c'est assez simple. Oui. Ben c'est ça que j'arrive avec les modifications. Et souvent, le tableau de valeur nutritionnelle, s'il est préparé pour une portion individuelle, ça va être ça. Et des fois, il faut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que la ration quotidienne dit que c'est une portion plus grosse, il faut se fier à la ration quotidienne. Fait que ça devient un petit peu plus compliqué. Mais c'est en général 15 Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'en profite pour le dire, là, on finit vers 10 heures. Si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à votre produit, on peut les regarder ensemble. Moi, je vais rester une petite heure de plus si vous avez besoin de me parler après. Fait que là, on commence avec les détails. Dans la présentation, je suis supposé passer plus de temps sur les mots en gras. Puis si j'en parle pas directement dans la diapositive, ça va être dans la diapositive suivante. Donc, ça touche qui la loupe? Ben, c'est presque tous les aliments, presque tout, qui sont préemballés, puis qui atteignent les cibles ou qui les dépassent pour gras saturé, sucre, sodium. Et bien évidemment, si j'ai présenté deux produits, c'est un exemple très de base. Si on est en restaurant, je suis pas préemballé. J'offre un produit tel quel, j'ai pas besoin d'afficher quoi que ce soit. On n'est pas encore rendu là. Si aux États-Unis, ils le sont, là, par exemple, vous le voyez, là, les chaînes américaines ont commencé de plus en plus à afficher les calories sur le menu. Mais on n'est pas encore rendu là ici au Canada. Puis par la suite, je vais vous présenter quelques interdictions. C'est pour des raisons de santé publique qu'on n'affiche pas la loupe. Puis plusieurs exemptions. Puis les exemptions, je pense dans la clientèle agro-transformateur, il y a beaucoup d'exemptions qui vont vous toucher. Je prétendrai pas les connaître par cœur, mais c'est juste que je vais vous sensibiliser à des points qui peuvent faire en sorte que vous êtes exempté d'afficher la loupe. Donc là, c'est là où ça commence à se complexifier un peu plus. Je vous ai parlé du 15 tout à l'heure. C'est vrai, mais il y a des exceptions. C'est-à-dire que quand la quantité de référence d'un aliment est de 30 grammes ou moins, ben en fait, là, ça devient 10 donc là, j'ai donné quelques exemples. Là, olives, cornichons, c'est des produits typiquement riches en sodium. Tout ce qui est crème sûre, ben, condiments à base de crème sûre, fromage à tartiner, la portion est quand même petite. Mais comme on sait que c'est des aliments qui sont riches en ces nutriments-là qui sont un peu plus sensibles, mais le seuil qui va déclencher l'obligation de mettre la loupe, c'est 10 plutôt que 15 Donc, je vais vous présenter plus tard, là, il y a une très grande rubrique d'aliments pour lesquels les portions de référence sont préétablies. Vous avez pas, il n'y a pas un guessing game, il n'y a pas de doute sur ce que vous avez affiché comme portion. La colonne du centre, ben, c'est vraiment la loi et le règlement est construit autour de cette colonne-là. En fait, c'est pour les aliments que la quantité de référence est un petit peu plus grande que 30 grammes. Fait que là, on est dans le 15 Exemple, ce serait pain, boisson, toutes les boissons, le chocolat, les gâteaux, viennoiserie, tarte, charcuterie, etc. Il y en a vraiment, c'est la plus grosse catégorie. Ensuite de ça, ben, vous avez les plats principaux. Fait que tout ce qui est un plat préparé qui se présente sous forme préemballée, les exemples qu'ils vont donner là, chez Santé Canada, ben, ça va être une pizza pré-cuite, une pizza congelée finalement. Et là, c'est les aliments, c'est sur 200 grammes, mais là, on va calculer le déclenchement de la loupe à partir de 30
Parce qu'on considère que c'est pas une collation, c'est mon repas. C'est normal que j'ai beaucoup de nutriments dans un repas complet. On se dira ce qu'on voudra sur un repas complet, une pizza ou un burrito congelé, là, mais il reste que, comme on parle d'un repas complet, c'est normal qu'on soit plus élevé. Autre chose, je voulais un peu simplifier ce que je présente aujourd'hui. Si vous préparez des aliments qui sont destinés à des enfants de moins de 4 ans, les règlements changent un petit peu. Mais comme c'est vraiment des produits très, très spécifiques quand on vise des enfants de moins de 4 ans, on s'en reparlera. Je ne vais pas mettre des spécificités pour simplement ça. Fait que la liste dont je vous parlais, Martin, je ne sais pas si la présentation, on la donne. On pourrait la rendre disponible sur le site, Ça, oui. ça me rendrait bien service. Moi, je serais très à l'aise à la partager. Ah, Mais ben, bref, parfait. vous avez ce lien-là. Puis tous les produits alimentaires, vous avez déjà des quantités de référence. Fait que quand je vous disais qu'il n'y a pas vraiment de doute à avoir pour les quantités de référence, vous avez des exemples un peu pour tout. Puis même, il y a deux catégories là-dedans qui font l'objet des interdictions. Je parlais d'afficher la loupe, là, W et X, là, mais je vais en reparler dans une diapositive qui suit. Bref, vous consultez ce lien-là, vous ciblez votre aliment dans la liste, puis c'est ce qui détermine c'est quoi votre portion de référence sur laquelle on va calculer le seuil pour la loupe. Je donne un exemple tiré de cette liste-là. J'ai pris juste boisson gazéifiée. Ma quantité de référence, c'est 375 millilitres. Il y a une petite particularité. Si mon contenant individuel, c'est une portion individuelle, puis là, je prends l'exemple de la pinte, là, il est plus élevé, ben on se fie au plus élevé. À l'inverse, si vous décidez de faire un produit, encore l'exemple de la boisson gazéifiée, de 250 millilitres, comme la portion de référence est 375, ça va être calculé sur 375. Fait que des fois, il va y avoir quelque chose, votre tableau de valeur nutritionnelle va dire qu'on est en bas du 15%, mais à cause des valeurs de référence, il va falloir afficher la loupe quand même. Et ça, c'est vraiment un cas très, très particulier. Je l'ai mis pour les breuvages parce que c'est vraiment ça. L'émergence du format 250 qui est plus populaire fait qu'on est dans une situation un petit peu exceptionnelle. Donc, essentiellement, c'est ce que je vous dis ici, là, si la portion est différente, on prend la valeur la plus élevée. Comment on calcule les seuils? En fait, ça aussi, là, ça vient de documents de Santé Canada. Puis là, vous voyez que j'ai un peu charcuté la colonne. J'ai enlevé celle pour les enfants de 4 ans et moins, mais vous pouvez le consulter, là, le lien, je vous ai laissé le lien. En fait, mon 15, mon 10, mon 15 ou mon 30 va être calculé sur mes trois valeurs qui sont ici. Le plus simple pour vous illustrer l'exemple, c'est avec les sucres parce que ce qui nous est recommandé, plutôt, ce qui nous est recommandé comme limite quotidienne en consommation de sucre, c'est 100 grammes. Donc, 1 gramme de sucre, 1%, c'est le calcul le plus facile. Donc, si je suis dans un produit qui est dans un seuil de 15%, je vais reprendre l'exemple de la boisson, je peux avoir 14 grammes de sucre dans ma boisson, mais rien affiché. 15 grammes, j'affiche la loupe. C'est aussi simple que ça. Après, une petite mathématique, là, si pour le sodium, j'ai 230 mg, c'est à 10%, ainsi de suite. C'est vraiment sur ces trois valeurs-là. Si vous êtes dans l'industrie depuis plusieurs années, ces valeurs-là ont un peu changé dans les dernières années. Il me semble en 2016, les valeurs ont changé. Et avant, on avait le droit à un peu plus de sodium dans notre alimentation. Même chose avec les sucres. Mais en fait, les sucres, avant, on n'avait pas de limite. C'est assez bon de se refamiliariser avec ces niveaux-là une fois de temps en temps. Je donne trois exemples de produits là, que j'ai trouvés pour illustrer les trois catégories. Fait que le premier, il me semble, c'est des olives. Ce sera peut-être pas d'exercice, je sais pas votre niveau d'éveil ce matin, là, je vais le faire pour vous. Fait que mon olive, la portion de référence est bien, je l'ai vérifié, là, elle est bien déterminée selon mon tableau, c'est 15 grammes ma portion. J'ai rien ici qui dépasse dans les gras saturés, dans le sodium, puis il n'y avait pas de sucre qui ne l'affiche pas. Je suis à 10%. J'étais à 9%, c'est à 10% pour un petit aliment comme ça. Fait que la conclusion, c'est que ça est 10%, pas de loup. Mon deuxième produit, sans nommer le produit, c'est une boisson aux électrolytes qui n'est pas réduite en sucre. Donc, j'ai le choix. C'est une grande bouteille, donc c'est une bouteille qui est une portion individuelle. C'est calculé sur ma bouteille au complet. J'ai 41 grammes de sucre. 41 sur 100, j'étais à 41%. Même chose sodium, tes boissons aux électrolytes, comme vous savez sûrement, là, c'est rempli de sel, de potassium, de sodium, potassium, c'est pour des besoins vraiment fonctionnels. Bref, ce produit-là, ça déclenche la loupe pour sucre et sodium.
Puis le troisième produit, il me semble que c'est un plat de lasagne préparé. Donc, mes cibles sont à 30%. Puis vous voyez ici, on est à 32% gras saturé. Il y a quand même il y a peut-être un petit exercice rapide à faire pour éviter la loupe si c'est le souhait de l'entreprise, parce qu'à 32 versus 30%, l'effort est pas si élevé. Par contre, vous voyez, il y a peut-être un effort qui a déjà été fait pour le sodium. Ils sont pas loin d'avoir un déclenchement pour le 30% pour un plat préparé. Là, on aurait, en l'occurrence, vraiment juste un déclenchement pour les gras saturés. Fait que pour résumer, un aliment préemballé, est-ce que mon aliment est préemballé et pour des personnes de plus de 4 ans? Oui. Là, on va juste séparer dans mon colonne. Dans mon colonne, est-ce que j'ai une portion de référence qui est plus élevée que 30 grammes? Ou moins de 30 grammes? Ou est-ce que c'est un plat préparé? Et en fonction de ces trois valeurs-là, c'est là qu'on va décider quel seuil on utilise pour l'affichage. En fonction de nos fiches nutritionnelles. Puis là, encore là, petit sondage, les fiches nutritionnelles, je sais qu'on a des organismes plutôt d'accompagnement, mais ceux qui sont dans l'industrie, est-ce que vous faites vous-même vos fiches ou vous les faites faire par un consultant? En direct pour l'instant. OK. Mais Ben, on dirait que j'y arrive, c'est un cas spécial. Ouais. Excellent. Fait que c'est ça. Ben, souvent, vous allez avoir une première discussion avec votre consultant. Là, les gens qui préparent les étiquettes, il y a de nombreux consultants qui en préparent. Ils vont probablement vous émettre un avertissement que pensez à réviser votre formulation. Peut-être qu'il y a la loupe qui s'en vient. Ou peut-être on va décider d'embrasser la loupe. C'est un sujet que je vais vous couvrir bientôt. Je tombe dans qu'est-ce qui est interdit d'afficher la loupe. Puis ça, c'est vraiment vous allez le savoir si vous êtes dans ces catégories-là d'aliments parce que ce sont des aliments très, très spécifiques pour lesquels il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre. Puis ces aliments-là, ce sont tous les aliments qui sont définis au titre 24-25 du règlement sur les aliments et drogues. C'était dur cette phrase-là, mais il y a des produits alimentaires qui sont très, très sévèrement encadrés. Puis c'est à ces titres-là, puis c'est exactement ces produits-là. Est-ce que j'ai un produit pour des régimes spéciaux? Est-ce que j'ai des suppléments, des substituts de repas? Tout ce qui est lait maternisé. Bref, ces produits-là, on n'a pas de latitude sur qu'est-ce qu'on met dedans. Ils sont définis par Santé Canada de cette manière-là parce qu'ils répondent à un besoin spécifique. Je donne un exemple. Ce substitut de repas-là, même si j'aurais un déclenchement pour les sucres, je peux pas afficher de loupe parce que il y a une raison de santé publique pourquoi on met des sucres. Ça remplace un repas pour les gens qui en ont besoin. Faut pas qu'on affiche la loupe parce qu'il faut pas que les gens pensent à tort qu'ils devraient pas consommer ce produit-là, alors que souvent, ça, c'est pas prescrit, mais presque, c'est des nutritionnistes qui vont recommander de prendre des produits de ce genre-là. C'est très spécifique là, pour ces aliments-là. Puis je pense que vous auriez un petit doute là, si vous étiez à approcher ce type de produit-là. Là, on tombe dans les exemptions, puis c'est là que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous toucher ici. Puis encore là, je vous envoie la liste. Je voulais juste, j'en profite pour parler de ce lien-là. En fait, le document de référence pour l'industrie, il est très, très, très complet. C'est juste que si vous n'êtes pas trop habitué à lire ce genre de texte-là de règlement, c'est souvent écrit à l'inverse, c'est-à-dire tout est interdit sauf ce que je te permets. C'est juste d'en parler ensemble. Je vous donne quelques petits exemples. Ça vous permet de peut-être mieux voir un peu comment c'est expliqué. Mais bref, vous pourrez consulter ce lien-là. J'ai repris les exemples ici, que je vais donner quelques exemples, plutôt quelques définitions. Bref, vous reconnaissez nos trois catégories. Ça, c'est des produits qui sont exemptés en tout temps de la loupe. Les trois catégories étant le gras saturé, le sucre et le sodium. C'est bien sûr que si vous vendez du beurre, on s'attend à ce qu'il y ait des gras saturés dedans. C'est bien sûr que si vous vendez du sirop d'érable, on s'attend à ce qu'il y ait du sucre dedans. Ce sont des produits qui sont prévus pour être vendus pour être ce nutriment-là. Il n'y a pas de cachette. J'ai pas besoin d'afficher, d'écrire sur tous les toits que j'ai un excès de ce nutriment-là. On met ce produit-là en marché pour cette raison-là. Fait que si vous vendez vraiment quelque chose qui vous semble être une source de gras, une source de sucre ou une source de sel, surtout si c'est comme le sel, par exemple, c'est tout le temps les sels de. Et si j'ai un assaisonnement qui contient du sel, c'est pas pareil. Quand je déclare dans mon titre que c'est un produit riche en, je suis exempté de l'affiche.
Il y a une ligne spécifique pour le lait vendu dans des contenants réutilisables, mais vous verrez que le lait il est exempté de nombreuses fois de plein de manières. C'est pour vous dire que le lait, ça ne sera pas touché. On conserve notre produit national sans trop l'affecter. Puis finalement, les produits dans lesquels c'est juste pas pratique d'afficher la loupe. C'est 15 cm², c'est un contenant de confiture de restaurant. C'est à peu près ça le format. C'est dur d'afficher toutes mes informations et afficher ma loupe en plus. Les petits produits, on n'aura pas besoin d'afficher ça. Vous avez aussi toutes vos exemptions parce que vous êtes exempté pour une raison X, Y, Z d'afficher un tableau de valeur nutritionnelle. Donc, si vous êtes une boisson alcoolisée, j'ai pas d'obligation de mettre un tableau de valeur nutritionnelle, même si certains vont en mettre un, par exemple, les boissons qui disent contient juste 2 grammes de glucides, les autres vont mettre un tableau de valeur nutritionnelle. Si là, ils décident de faire ça, là, effectivement, j'aurai une obligation, mais tant que j'ai pas besoin de mettre un tableau de valeur nutritionnelle, on va être exempté de la loupe. Produits de viande ou de la mer à un seul ingrédient, mais vous avez tout ce qui est dans le secteur boucherie, même si, par exemple, une viande de bœuf, c'est très riche en gras saturés. C'est un produit qui est pas transformé. L'intention, c'était vraiment pas de blâmer ça. C'est naturellement riche en gras saturés. Donc, produire un seul ingrédient, ce qui est différent de j'aurais une saucisse qui est émulsifiée avec un phosphate ou un n'importe quoi d'un ingrédient. Là, on aurait un déclenchement. Finalement, puis ça répond à votre question, monsieur. Produits vendus sur les lieux de transformation, mais j'ai pas besoin de tableau de valeur nutritionnelle, donc forcément, j'aurais pas besoin de loupe. Par contre, puis là, c'est peut-être juste une stratégie à long terme à réfléchir. Tout est cher aujourd'hui, fait que si je commande des emballages en avance, puis je pense sortir des marchés publics ou je pense sortir de la vente directe, mais aussi bien peut-être le prévoir tout de suite. C'est-à-dire que si au minimum je dois commander 30 000 étiquettes préimprimées, mais si je prévois éventuellement vendre au détail, il faudrait penser à son TVN. Puis si j'ai un TVN, mais juste d'évaluer est-ce que j'ai besoin de la loupe. C'est juste une stratégie, disons, plutôt commerciale. Tant que ça ne s'applique pas, tant mieux pour vous. Mais éventuellement, si vous voulez participer au rayonnement de votre entreprise puis le vendre à l'extérieur, ben, il va falloir le considérer. Produits vendus dans les marchés et foires et Rivière. Puis ça, c'est uniquement par la personne qui a transformé ses produits. Fait que quelqu'un qui, je sais pas moi, vous avez un stand dans une foire, vous vendez votre produit, puis le voisin a ses produits aussi, je vais les apporter. Mais ces produits, je pourrais pas les afficher, il faudrait qu'ils soient là aussi. C'est pas votre compagnie. Fait que c'est la compagnie qui vend qui peut être exemptée de TVA. Autre catégorie d'exemption, puis c'est là que je vous dis le lait va réapparaître ici, là, c'est les aliments qui sont exemptés de présenter une loupe parce qu'ils offrent aux consommateurs un avantage nutritionnel. Puis qu'est-ce qu'on entend comme avantage nutritionnel? Ben, c'est fibres, vitamines, des minéraux, des protéines. Puis encore là, c'est bien défini. Fait que je vais juste vous ressortir quelques exemples. Là. Légumes et fruits entiers. Puis le entier est important parce que les jus sont spécifiquement exclus. Le jus, souvent, je vais avoir éliminé la partie fibre. Donc, puis encore là, il y a quelques petites exceptions. Puis je vais revenir tout de suite après. C'est ça, ils veulent vraiment les fruits entiers. Fait que dans mon étalage, souvent du fruit transformé ou coupé qui est emballé sur l'atmosphère modifiée ou n'importe quoi. Un fruit, c'est sucré, c'est normal qu'il y ait du sucre, c'est rempli de fructose, sucrose, mais c'est quand même, il y a plus de bienfaits que d'aspects négatifs à consommer un fruit. Donc, ça va être exempté de ça. Là où je vais avec mon anecdote, puis c'est là que je voulais vous dire qu'il y a des choses qui sont un petit peu complexes. Vous connaissez la marque V8, là, les jus, les cocktails de légumes. Mais il y a pas tout. Évidemment, leur produit réduit en sodium est exempté parce qu'il y a peu de sodium, mais vous regardez leurs produits réguliers, il n'y a pas de loupe. Mais leur produit velouté, je ne sais pas c'est quoi velouté, mais velouté, lui, contient une loupe. Et il y a la loupe sur l'emballage, même si les deux dates de péremption sont identiques. Fait que, il y a tout le temps des petites subtilités. Il va falloir, oui. Est-ce que tu peux répéter la question? Oui. Est-ce que le fromage fait à base de lait de chèvre? Le fromage à base de lait de chèvre ou autre animal va être exempté. On va le voir aussi dans l'autre diapositive. C'est pour ça que je disais, les produits laitiers, il est exempté à la fois dans le lait, dans la bouteille réutilisable, puis le mot réutilisable est important dans le jargon. Je l'ai aussi ici, le lait tout animal sous forme liquide ou en poudre, puis je vais l'avoir dans la prochaine diapositive, qui est spécifiquement pour les produits laitiers.
Donc, c'est ça, on revient avec le lait. Puis là, c'est le lait. Je vais revenir la diapo avant, là. Le lait de vache ou de chèvre vendu dans des contenants en verre réutilisable. Quand on est en verre réutilisable, je pourrais avoir un lait au chocolat. Mais ce qui est pas vrai si j'ai pas un contenant réutilisable, parce que si j'ai pas un contenant réutilisable puis je rajoute du sucre, le versement que je vous mets ici, ça me déclenche obligation. Parce que si je rajoute des ingrédients qui sont riches en gras, riches en sucre, riches en sodium dans un aliment qui serait autrement exempté, je suis obligé de l'afficher. Je dis ça, j'ai l'impression que je vous ai perdu. Est-ce que ça faisait du sens pour vous? Continue. Les œufs entiers, c'est-à-dire que tout produit d'œuf entier, poudre d'œuf entier, œuf entier liquide, omelette, la seule chose, c'est si je sépare les deux composantes, je perds mon exemption. Du blanc d'œuf liquide, c'est pas couvert. Des jaunes congelés, c'est pas couvert. Je suis obligé d'avoir une loupe. Autre chose, c'est les huiles. Puis là, il y a une liste, là, je ne vous ai pas toutes mis. Les huiles qu'on considère santé. Des huiles qui sont riches en oméga 3, mais qui peuvent contenir aussi beaucoup de gras saturés en même temps. Puis les poissons gras, parce que justement, ben, ils peuvent contenir des oméga 3. En général, ce qu'on entend par profil lipidique sain, c'est les gras qui contiennent des oméga 3. Puis vous le voyez ici, là, noix, graines, beurre de noix. Puis cet exemple-là, il permet de bien d'illustrer. Fait que vous pouvez avoir un beurre de tournesol, un beurre d'arachide, un beurre d'amande, pourvu qu'on n'ait pas de sucre qui est ajouté. Fait que si j'ai un beurre d'arachide dans lequel il y a de la mélasse ou de la maltodextrine ou du sucre, peut-être que j'ai un déclenchement, mais sinon, c'est considéré comme un produit à profil lipidique sain. Fait que voilà pour la personne qui a posé la question, il y a des exemptions spécifiques pour yogourt, kéfir, babeur et fromage. C'est vraiment, ça a été proposé et amendé par la suite, là, cette exemption-là pour les produits laitiers, parce que c'est vraiment beaucoup plus de bienfaits que de méfaits pour la santé. Pour ce qui est des yogourts, kéfir et babeur, c'est une exemption seulement pour les sucres et les gras saturés. Alors que pour le fromage, c'est exempté de tout. Puis pourvu qu'on soit à plus de 5 de la valeur quotidienne en calcium. 5 de la valeur quotidienne en calcium, ça donne combien? Ça donne 65 mg. C'est pas très élevé pour un produit laitier, là. Quand je parlais de l'amendement, c'est vraiment ça, parce qu'initialement, ce qui avait été proposé par Santé Canada, c'était un 10 ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de produits laitiers de ces catégories-là qui, finalement, il fallait qu'ils affichent la loupe. Ils ont eu une exemption là, pour tout le monde, finalement, à partir de 5 Puis même chose que l'autre catégorie, là, si je rajoute une préparation de fruits sucrés dans un yogourt, peut-être que je vais déclencher parce que j'ai rajouté un ingrédient sucré. J'ai fait le tour dans l'épicerie de 2 épiceries hier, je dis, en fait, même les yogourts sucrés, on n'en voit pas de là, mais c'est que la portion fait que c'est dur d'atteindre le 15 grammes de sucre dans un yogourt. Je pense que le seul que j'ai vu, c'est l'IOP. C'est un produit liquide. Pour les enfants, c'est vrai que c'est souvent très sucré. Sinon, les yogourts, en général, même avec une préparation de fruits, ils ne vont pas avoir de déclenchement de la vie. Comment on calcule ça? Cette partie-là est un peu indigeste, je vous dirais. Fait que je vous laisserai peut-être regarder le guide en ligne. Mais essentiellement, c'est de voir la taille de mon contenant. Où est-ce que je peux afficher de l'information? Parce que je ne sais pas comment vous donner l'exemple, mais si j'ai un contenant cylindrique, mon affichage principal, c'est la surface ou c'est le dessus? Fait que le guide il rend ça bien clair pour vous. Fait que c'est de prendre votre produit. C'est quoi ma principale surface exposée au consommateur? Puis sur ma surface exposée, il faut déterminer mon espace principal où mes informations sont affichées. Le fait de calculer ma principale surface exposée puis mon espace principal, après ça, il y a des tableaux, je vous les présente pas, mais il y a des tableaux que vous pouvez consulter, puis ça va vous déterminer quel type, puis ça, évidemment, c'est si vous avez besoin de l'eau, quel type de format vous avez besoin de mettre. Puis parfois, en fonction je parlais tout à l'heure de la boisson en 250 ml. Souvent, la canette est allongée, est assez mince. Fait que parfois, le format, ça n'a pas le choix d'être le format vertical. Ou à l'inverse, j'ai un produit qui est très peu haut, comme une tartinade dans un pot. Et je vais avoir le modèle qui est un peu plus écrasé. Bref, c'est de calculer votre contenant, il ressemble à quoi, c'est quoi ma surface exposée. Et après ça, il y a toute une rubrique que vous pouvez demander gratuitement, là.
juste envoyer un courriel à cette adresse-là. En fonction de votre contenant, vous allez voir les tableaux, puis c'est ça qui vous sort le type de loupe que vous allez avoir besoin. Oui? Autre question. Je pense que non. La question était, est-ce que si le légume est entier, il est entier? Ben, le légume, il est pas tout à fait entier dans la choucroute, là. Je répète encore la question. Si le légume est entier, est-ce qu'on est exempté d'afficher la loupe? Euh, pour moi, la choucroute, c'est un aliment composé, donc c'est pas, si on met beaucoup de sel, probablement qu'on va déclencher, mais il faudrait vérifier, je ne le saurais pas par cœur. Je vous ai remis toutes les rubriques que j'ai citées jusqu'à date, plus une dernière. Fait que si vous consultez ça, vous les lisez avant de vous coucher, vous devenez les experts incontestés de ce sujet-là. Vraiment, le plus important, c'est le premier. Après ça, tout ce qui est étiquetage nutritionnel, en fait, ça, c'est ce qui vient nous dire, comme mes quantités de référence, c'est quoi ce qui est recommandé pour construire un tableau de valeur nutritionnelle. Quand je vous disais, si vous faites déjà affaire avec un consultant pour faire vos étiquettes, ben, c'est déjà des données qui vont être prises en compte par votre consultant. Tantôt, j'ai référé au règlement sur les aliments et drogues, mais en fait, c'est vraiment juste pour les aliments qui sont interdits. Puis la dernière, je ne l'ai pas citée, mais je vous la propose parce que c'est quand même un outil intéressant. Le fichier canadien sur les éléments nutritifs, si vous voulez vous donner une idée de si j'ai besoin de la loupe ou pas, vous avez à peu près tous les ingrédients qui existent sur cette rubrique-là avec ses valeurs nutritionnelles. Donc, on se fait un petit chiffrier Excel. Je sais pas, moi, je fais une recette dans laquelle j'ai dans 100 ml d'eau, je mets 10 grammes de sucre. C'est un peu facile, là. Je mélange avec du lait ou avec d'autres trucs. Tous les ingrédients sont là-dedans. Fait que vous savez, vous pouvez calculer rapidement, vous donner une idée. Est-ce que je vais avoir besoin de la loupe? Est-ce que je suis proche d'eux? Est-ce que je suis pas loin d'eux? Puis pour monsieur ou d'autres, par exemple, avant de se lancer, est-ce que j'ai besoin d'un TVN? Ben, vous pouvez faire une petite estimation de dire, hey, mon TVN va tellement être pour un produit riche, peut-être que je vais rester dans la vente de l'agro-tourisme. Les diapositives qui suivent, je vous présente, on va parler juste un peu de la stratégie, de qu'est-ce que je prends comme stratégie en tant qu'entreprise. C'est vraiment, c'est pas des conseils, c'est plus des questions ouvertes pour vous. C'est pour vous faire questionner, est-ce que vous en avez besoin, puis qu'est-ce que je fais en gros? Fait que la première chose, évidemment, ben, est-ce que je pars avec les bonnes données de base? La première question à se poser, c'est, je regarde mon tableau de valeur nutritionnelle, mais est-ce qu'il est à jour? Est-ce que pendant plusieurs années, j'utilisais un ingrédient, je l'ai changé, j'ai pas forcément mis le tableau de valeur nutritionnelle à jour parce que je considérais que ça faisait pas un gros impact. Mais peut-être qu'il y a des changements. La première chose à se poser comme question, c'est mon point de départ est-il juste? Parce que si je me donne une fausse idée, je commence mon travail, puis finalement, mais là, finalement, j'ai un plus gros défi que je pensais à faire. Est-ce que d'abord, j'aurais une obligation si mes choses sont à jour? C'est vraiment le premier truc, parce que peut-être que on n'a pas d'effort à mettre, puis simplement de mettre nos données à jour ferait en sorte que j'évite mon travail. Fait que c'est ça. Si jamais on a la mauvaise cible, peut-être qu'on pense qu'on a besoin de la loupe, alors que finalement, ben, j'en ai vraiment pas besoin. Ensuite de ça, c'est vraiment juste de mesurer l'effort, parce que peut-être que des fois, l'effort est, sans dire que les choses sont impossibles, l'effort est grand. Le grand effort implique grande reformulation ou un changement de produit. Si l'effort est grand, peut-être que l'entreprise va vouloir dire, ben, c'est quoi, je pense que c'est un produit finalement qui a besoin de la loupe, puis je vais vivre avec. Alors que si j'étais à 15%, baisser une fraction d'1%, ça me fait descendre à 14%, j'ai plus de déclenchement, fait que ça va bien. C'est ça. La taille de l'effort devrait influencer votre décision à ce moment-là. Après, que l'effort soit grand ou petit, il faut se demander c'est quoi mon produit en fait. Parce qu'il y a aussi des choses, il y a aussi des produits pour lesquels c'est pas grave, entre guillemets, d'avoir la loupe. Je vais vous donner quelques exemples. Tu sais, si c'est un repas, comme je vous disais, même si on est à plus de 30% de sodium ou de gras saturé, un repas, ça reste un repas. C'est pas comme si j'avais une collation, une barre tendre qui me donne
15% de ma valeur quotidienne et plus en sucre. C'est vrai que là, c'est un peu plus différent. Puis, même chose, est-ce que le bénéfice du produit compense la loupe? Ça, en fait, on sous-entend, puis ça, c'est vraiment des données plus de mise en marché que des données scientifiques. C'est mon bénéfice, c'est-à-dire un produit de commodité. Pain blanc, des petits jus pour les lunchs. Le bénéfice est immédiat pour le parent qui prépare le lunch ou pour la personne qui prépare le lunch. Fait que la loupe, c'est peut-être un peu moins. Puis ça vient aussi d'une anecdote. Il y a 2 semaines, il y avait un événement organisé par le Centre Umami qui parlait de la perception des consommateurs. Il nous disait ça aussi, là. Les produits de commodité, les gens vont moins regarder parce qu'ils n'ont besoin de ce produit-là. Fait que la loupe, oui, OK, quand on a plusieurs choix puis il n'est pas évident, mais sinon, j'ai besoin du produit, c'est pas trop grave. Autre chose, tantôt, je vous présentais une photo d'un étalage, c'était un Dollarama, si vous voulez le savoir, là. Comme je disais tantôt, des fois, il y a l'allée au complet, tout le monde a une loupe. Est-ce que ça vaut l'effort de l'enlever ou bien je fais comme tout le monde? Tu sais, c'est vraiment des stratégies qui vous sont propres, mais de regarder ce que les autres font, ça reste quand même un bon gabarit. Puis finalement, ben, il y a des produits qu'on s'en sortira jamais. Une tarte, bonne chance à enlever la loupe. Ça va être quand même assez compliqué. Puis tout ce qui est une sucrerie sucrée, c'est dessert plutôt, ça va être compliqué. Fait qu'en fonction de tout ça, qu'est-ce que je prends comme décision? Je vous propose trois avenues ici. En fait, il y en a deux, puis la troisième, c'est un peut-être. J'assume la loupe, je change rien, j'accepte que j'ai un produit qui va en avoir besoin, ma compétition le fait, ou bien j'ai déterminé que l'effort était trop grand par rapport à ce que j'avais disponible pour investir dans mon changement. Mais c'est quand même important d'être transparent dans ce qu'on dit aux consommateurs. Fait que si désolé, j'ai un blanc de mémoire. Ben, la transparence, en fait, ça s'applique dans tous les cas, là. Mais si vous faites un changement, faut l'expliquer de manière transparente. Fait que si on dit formulation améliorée, il faut dire comment elle est améliorée. Fait que c'est le plus important dans les trois aussi, hein. Sinon, vous pouvez décider d'améliorer la qualité de votre produit. Fait que là, c'est ce que j'entendais par reformulation. Fait que si j'ai de passer de 15% à 14%, je retravaille mon produit. Ça va être quand même important, cette partie-là, le test sensoriel, parce que vous avez certainement des exemples en tête d'un produit qui a été réduit en quelque chose. C'est pas si bon que ça. Fait que c'est important de faire vos modifications puis le faire valider. Tantôt, je parlais de jus de légumes, c'est l'exemple que j'avais en tête. Les jus de légumes réduits en sodium, c'est quand même une bonne marche, hein, parce que je sais pas si vous avez regardé les valeurs nutritionnelles d'un jus de légumes, c'est très élevé en sodium. Fait que de le réduire, ça donne un produit qui est totalement différent. Puis peut-être que ma clientèle n'est peut-être pas rendue au même niveau que moi je voudrais en supprimant la loupe. Et le dernier truc, c'est au lieu d'améliorer, ben pourquoi je ne développerais pas un produit différent? Parce que si j'améliore, je vais souffrir de la comparaison avec mon produit antérieur. Fait que peut-être que j'ai un produit que je garde la loupe, puis je vais définir une nouvelle catégorie de produits qui est plus santé. Puis là, je peux pas comparer. C'est-à-dire que j'aurai pas ma version caramel salé en normal, puis ma version caramel salé en réduit sodium, réduit sucre. Fait que souffrir de cette comparaison-là pour un aliment santé, c'est un peu compliqué. Fait que si vous développez, moi, je vous suggérerais peut-être de regarder une nouvelle saveur ou un produit qui se différencie totalement. Puis, ben, c'est certain que, comme je disais tantôt, il y a des considérations financières à tout ça. Puis, il faut se poser la question aussi au niveau marketing. Est-ce que ma clientèle a besoin de ça? Parce que c'est la principale chose. Peut-être que je me dis, ah oui, je vais l'éviter, mais peut-être que ma clientèle n'a pas vraiment besoin de l'éviter. Puis ça, malheureusement, j'ai pas beaucoup de données à vous donner parce qu'on est dans la première année de l'application obligatoire. On n'a pas énormément de recul. Donc, comme je vous donne une anecdote, présentement, les gens l'ont pas trop remarqué, la loupe. C'est ce qu'on remarque avec même nos clients, nous, chez nous, ils n'ont pas encore remarqué. Fait que là, je reviens ici, que vous amélioriez ou développez un nouveau produit, ben il y a une démarche à faire. Puis c'est là un peu que nous, au CDBQ, on vient accompagner les gens. Ben d'abord, c'est quoi les objectifs que vous voulez donner? Parce que peut-être que je veux réduire mon sucre, oui, mais pas le sel ou pas le gras ou les trois.
d'abord d'identifier c'est quoi votre problématique puis votre objectif principal. Une fois que ça c'est bien défini, ben vous pouvez regarder, comme je disais tantôt, regarder la compétition. Qu'est-ce qui existe dans la compétition? Si personne n'a fait une tarte au sucre réduite en sucre, c'est sûrement une bonne raison. Fait que d'abord, regardez ce que les compétiteurs font. Si ça n'existe pas, si vous êtes dans un produit très innovant, vous n'avez pas vraiment de compétiteurs, ben c'est là que vous pouvez, vous êtes un peu en terrain plus inconnu. Ça relève de votre décision de votre décision stratégique. Puis encore là, il va y avoir certaines contraintes quand je vais aller dans des avenues, dans des alternatives santé. Et surtout ça, là, par exemple, là, souvent on a du sel dans un aliment ou du sucre dans un aliment. Oui, il est là pour le goût, mais j'ai aussi un gain au niveau de la conservation de l'aliment, puis ça, c'est pas négligeable. Fait qu'il y a il va y avoir des petits pièges à éviter pendant qu'on regarde comment je peux l'améliorer. Ensuite de ça, c'est là qu'on tombe à proprement dit dans le mode développement. Vous avez ceux qui sont en affaires, vous avez une bonne idée comment développer vos produits. Fait que là, on va avoir nos petits défis. C'est des fois, je sais pas, moi, j'ai moins de gras saturé dans une pâte feuilletée. C'est sûr que le comportement va être différent. Il va y avoir des adaptations qui sont très spécifiques à vos produits. Mais c'est les mêmes étapes de développement que vous avez en temps normal. Puis même chose ici, le choix de l'emballage adapté, ben l'emballage, souvent, ça va être le même, mais vous avez remarqué, c'est sûr, nos aliments santé, ils ont toutes une couleur différente. Souvent, le petit bleu pâle qui va nous faire croire que c'est plus santé. Ça, vous pouvez penser tout de suite dans comment je présente mon produit. Tantôt, je parlais des tests sensoriels. Ben, c'est sûr que si on fait un produit santé très intéressant, oui, mais est-ce que la clientèle est toujours au rendez-vous? Est-ce que ça répond à ses besoins, à ses envies? Euh, Peut-être que là, on a un plus gros enjeu. C'est quand même le goût après, le prix, c'est pas mal les points les plus importants pour nos consommateurs. Donc, si je les perds sur le goût, puis souvent nos produits qu'on va rendre allégés nous coûtent plus cher parce qu'on met plus de protéines, on met plus d'autres ingrédients qui sont plus chers que sucre, gras. Euh, il va me coûter plus cher. Puis si je rallie pas ma clientèle, je me mets dans une situation qui est un peu à risque. Après, ensuite, évidemment, vos étapes de mise à l'échelle, puis vous avez tout ce qui est le plan marketing, tout ce qui est l'affichage sur votre produit. Et bien sûr, je pense que vous avez tout un niveau de familiarité avec votre industrie qui vous est propre. Vous pouvez faire appel à des consultants. C'est notamment, je parlais tantôt là, pour ce qui est du marketing, il y a des gens qui sont des experts là-dedans. Nous, on est vraiment dans le développement des aliments, mais les questions marketing sont super importantes pour les produits que vous allez modifier ou redévelopper comme alternative aux produits qui sont plus riches, je dirais. Puis, c'est comme ça que je voulais conclure. La question était, c'est quoi le pourcentage des produits en épicerie qui auraient besoin d'une loupe? On en a discuté tantôt juste avant. Ça va être surtout les allées centrales de notre épicerie, tout ce qui est en périphérie. En fait, non, c'est pas vrai. Les congélateurs aussi, ça va avoir beaucoup de loupes. Euh, je pense que vraiment la seule section qui est évitée, c'est produits laitiers, légumes. Il y a certaines collations plus riches en fibres, mais ça va toucher beaucoup de produits, énormément de produits. Oui? J'ai le micro. Ma question, c'est, vous avez dit qu'il y avait comme une... Normalement, c'est à partir du 1er janvier 2026 là, qu'il faut se conformer à la loupe, mais on est encore dans une période de transition pour ceux qui il y avait des emballages préparés déjà à l'avance. Euh, Est-ce que ça aurait pu être juste de faire un étiquette, là, un collant de la loupe, puis le coller sur notre emballage existant? Oui, on a des exemples de ça, pourvu que ce soit dans le format qui est applicable sur notre emballage. Fait que oui, c'est possible de le faire. Une bonne question. Encore moins. Est-ce qu'il y a une police des étiquettes ou de la loupe comme telle? Comment ça va se passer, la vérification à ce niveau-là? C'est un peu comme les autres vérifications. Puis là, je dis ça, j'ai pas la réponse officielle, mais je veux dire, de notre expérience, la police de ça, c'est vos compétiteurs, c'est de la déclaration par les autres. Il va y avoir de l'inspection, oui, mais c'est pas c'est les inspecteurs, vos collègues, les inspecteurs, c'est pas, ils font pas
ils ont beaucoup d'inspections d'usines à faire plutôt que d'aller en épicerie et de regarder est-ce que c'est conforme, c'est pas conforme. Il va y avoir beaucoup d'autorégulation dans ce marché-là. Je peux y aller d'une autre question? Ben, pourquoi pas? Mais même par rapport à, tu sais, si tu le présentes un peu comme si c'était une contrainte de mettre la loupe par rapport à la perception du consommateur, comme de quoi que le produit serait pas santé. Mais je te l'amène d'une autre perspective parce que moi, comme consommateur, je l'ai remarqué, la loupe. Puis je le vois plus comme un outil pour me guider dans mes choix. Ça ne m'empêche pas d'acheter de la confiture. Ça mange, tu sais, je sais pas si tu vois où je veux en venir, là, mais Je plus comprends. une question de bien équilibrer ton panier, si on veut. Est-ce qu'il va y avoir, à ta connaissance, de la sensibilisation de la population au niveau d'utilisation de cet outil-là? Mais j'ai l'impression que ça viendrait, puis là, c'est vraiment encore là, c'est juste de l'opinion, là, ça viendrait de regroupement, mais l'industrie, je pense pas qu'elle va vouloir. Tu sais, moi, je le présente comme un fardeau parce que c'est ce qu'on a perçu de notre clientèle. Toute notre clientèle l'a perçu comme un défi, un fardeau, si j'ai la loupe, je deviens persona non grata. C'est vrai que c'est pas nécessairement ça, mais je sais pas comment répondre à cette question-là, franchement. En tout cas, moi, je pense comme consommateur, si on parle que plus que la moitié de nos produits vont avoir la loupe, faut pas se culpabiliser non plus d'acheter ces produits-là. C'est sûr. Puis il y a des stratégies qui ont été mises de l'avant par l'industrie qui sont quand même pas rigolotes, mais de réduire le format. Oui, il y a de la réduflation, blablabla, mais il y a des démarches marketing là-dedans d'en réduire le format parce que les gens vont prendre un format individuel de dessert, vont dire ça c'est correct, j'ai juste une portion. Alors que si j'ai un gros trait, une grosse assiette de brownie, je vais passer au travers. Et s'il est plus petit, je vais passer au travers, mais je n'ai juste une portion. Faut que je retourne en acheter un autre. Et qu'il y a c'est comme de la psychologie de j'ai pas changé pantoute mon produit, il est juste plus petit. Oh, c'est santé, j'ai juste une portion. Qui peut nous aider quand vient le temps de réfléchir ou si on veut faire de l'approche dans le marché au détail pour faire l'étiquette? Tu as parlé du CDBQ, mais... Ah, ça, c'est ma partie, ça. Ouais, j'allais dire, le réseau Agri-Conseil. Ça, c'était ma conclusion. Fait que tu me devances, merci de me passer pas comme ça. Donc, effectivement, tous les producteurs, les transformateurs alimentaires, artisans qui voudraient être accompagnés pour des services comme ça, pour de réflexion, là, si on a des stratégies à avoir, donc, il y a des services conseils disponibles et il y a une aide financière pour les consultations qui est offerte par le programme Services conseils, qui est un programme du MAPAC, là, donc du ministère de l'Agriculture, administré par le réseau Agri-Conseil. Donc, un gros merci pour votre participation.